Je crois que là encore, on va garder les questions pour la fin et enchaîner tout de suite donc, sur le dernier exposé de la matinée. Qui sera donné par Michel Mazon. J'en profite pour dire, j'ai oublié de dire que Hervé Glazel est l'auteur d'un livre qui s'appelle Une école sans échec et qui résume ce qu'il a retenu des sciences cognitives appliquées. C'est une notion que j'aime bien. Alors donc, dernier exposé, Agir concrètement pour les enfants 10 par Michel Mazot. Michel Mazot est une spécialiste de la rééducation des enfants en difficulté. Elle a fait toute sa carrière dans ce domaine, donc de la neuropsychologie infantile, et elle publie notamment tout récemment un livre qui s'appelle Neuropsychologie et troubles des apprentissages chez l'enfant, ce dont elle va nous parler maintenant. Bien, écoutez, tout d'abord, je vous remercie. Je voudrais surtout remercier le professeur Dehaene de m'avoir invité aujourd'hui à vous parler des enfants 10 et des problèmes concrets qui se posent au quotidien en pratique clinique sur le terrain. Alors, j'ai choisi d'aborder 3 points qui me semblent fondamentaux si on s'intéresse aux enfants 10. Tout d'abord, bien sûr, en situation de classe, les repérer. Ensuite, bien sûr, les repérer pour les aider. Et les aider de 2 façons. D'une façon assez globale qui marche pour tous les enfants 10, c'est-à-dire, Hervé Glazel vient de l'évoquer, insister sur la problématique de la double tâche, et aussi les aider d'une autre façon qui ne marche pas pour tous, mais là qui est très individuelle, et qui va permettre de comprendre les fondements cognitifs des difficultés de l'enfant de façon à pouvoir l'aider de façon extrêmement ciblée. Donc la première question qui se pose, aussi bien du côté médical que pédagogique, c'est la question du repérage de ces enfants. En effet, de nombreux enfants intelligents sont en délicatesse de façon assez étonnante avec les apprentissages et présentent des symptômes proches, à savoir des performances particulièrement faibles dans telle ou telle discipline. Alors évidemment, tous ne sont pas des enfants 10. Un trouble 10 est la conséquence d'une pathologie neurodéveloppementale responsable d'un handicap cognitif ou de troubles spécifiques des apprentissages. Au contraire, on parle de difficultés scolaires lorsque les performances déficitaires dans tel ou tel domaine peuvent être rapportées à un faible talent de l'enfant dans le domaine considéré, peut-être au fait même qu'il est peu motivé, et le plus souvent au fait qu'il est issu d'un milieu socioculturel défavorisé. On sait en effet depuis longtemps que la réussite ou l'échec scolaire est fortement corrélée au milieu socio-économique des parents. On pourrait donc se demander pourquoi cette distinction entre troubles 10 et difficultés scolaires est importante, puisque au final, tous ont besoin d'aide, bien évidemment. Tous ces enfants ont besoin d'être repérés et d'être aidés. Cependant, confondre les uns avec les autres peut être délétère. Cela peut conduire à médicaliser de façon abusive les enfants en difficulté psychosociale ou, au contraire, à assimiler tous les enfants 10 avec des enfants qui auraient encore et toujours plus besoin de répétition et des mêmes entraînements non spécialisés, non spécifiques, ce qui pourrait conduire à ce qu'on a appelé toujours plus de la même chose qui ne marche pas. Et bien sûr, ce sans efficacité. Alors, bien entendu, les deux peuvent coexister. Une difficulté psychosociale ne vaccine pas contre un 10, et au contraire, un 10 authentique peut être aggravé, les mêmes assurément, par une situation de précarité psychologique ou sociale. Malheureusement, très souvent, l'enfant issu d'un milieu socioculturel faible ne sera pas diagnostiqué si toutes ces difficultés sont à tort rapportées aux difficultés socio-économiques ou socio-éducatives. Alors, comment différencier ces deux types d'enfants qui ne ressortent pas tout à fait des mêmes stratégies d'aide ? Cliniquement, 2 critères différents sont utilisés de façon relativement fiable. Le premier, probablement le plus important, consiste à proposer à ces enfants aux performances faibles, d'abord, un entraînement renforcé et un environnement enrichi. Dans ces conditions, la persistance d'un déficit intense et durable, en dépit du renforcement proposé, est un signe de gravité qui doit faire proposer un bilan médical dans l'éventualité d'un 10. Alors, pour être plus concrète, je vais prendre un exemple. Il s'agit ici d'un travail de Michel Zorman qui a proposé un programme qu'il a appelé PARLER, c'est un acronyme, programme centré sur la prévention de l'illettrisme et de l'échec scolaire. C'est un programme qui est téléchargeable gratuitement
comme tout ce qui est sur le site grenoblois de Cogniscience. Il s'agit en fait d'un entraînement renforcé qui concerne, on en a beaucoup parlé ce matin, l'enseignement explicite et systématique de la conscience phonologique et alphabétique, associé à un enseignement explicite du vocabulaire écrit. Cela a été fait dans 8 classes de ZEP, dans des quartiers défavorisés de la région de Grenoble, des classes, et l'expérience a été conduite depuis la grande section de maternelle jusqu'au CE1. Bien sûr, un groupe témoin a été constitué et parfaitement appareillé au groupe du programme Parler. Les enfants ont ensuite été évalués au CE2, c'est-à-dire l'année qui suivait la fin du programme. Il s'agit ici de la compréhension de l'écrit des élèves, du programme témoin, du groupe concerné par le programme Parler, et à l'époque, l'évaluation nationale était encore systématique, donc cela a été comparé à l'évaluation nationale des enfants. Et donc c'est de la compréhension de l'écrit, de la langue écrite. On voit que les performances des enfants qui avaient participé au programme Parler sont désormais proches, voire meilleures que celles du groupe témoin, mais aussi de celles de l'évaluation nationale. Et si l'on s'intéresse aux enfants repérés comme en très grande difficulté, en rouge ici, on voit que l'application du programme Parler a divisé par 2 le nombre d'enfants en difficulté. Enfin, les enfants qui restent en très grande difficulté ne représentent plus qu'environ 5% de la cohorte. Ce sont eux qui vont être référés au secteur médical et effectivement, ce taux est tout à fait compatible avec les taux habituels de 10 dans la population d'âge scolaire. Ainsi, le renforcement pédagogique, dans un premier temps, peut-il jouer un rôle de filtre ? Les enfants qui n'y répondent pas favorablement, qu'ils soient ou non en difficulté psychosociale, sont alors suspectés de 10 et référés au secteur médical. J'insiste, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, parmi les enfants en difficulté psychosociale, un certain nombre sont aussi des enfants 10. Alors, les aides pertinentes pour les uns et les autres doivent en effet être différenciées. Lorsque l'enfant est en difficulté scolaire, eh bien, elle devrait d'abord théoriquement bénéficier d'un traitement psychosocial et d'un renforcement pédagogique. Par exemple, enrichir l'environnement, multiplier et diversifier les entraînements, bénéficier, on en a beaucoup parlé ce matin, d'une pédagogie explicite, etc. Lorsque le diagnostic de 10 est affirmé, alors cela justifie, aux côtés des pédagogues, l'intervention des professionnels du soin, non seulement pour proposer des rééducations ciblées, mais également pour proposer des aménagements en collaboration avec l'école, en particulier l'utilisation de certains palliatifs pour compenser le handicap et éviter les doubles tâches. Donc je le redis, les enfants en difficulté psychosociale et 10, ceux qui cumulent les 2 handicaps, sont eux en beaucoup plus grand danger, le trouble 10 étant aggravé par le contexte socio-éducatif et un étayage familial faible, voire même absent. Alors, les repérer, c'est bien, mais les aider, ça va être encore mieux. Et la première des aides pour tous les 10, quel que soit le 10 concerné, c'est de repérer et d'éviter les situations dites de double tâche. Donc, je vais très succinctement rappeler ce que recouvre ce terme de double tâche, qui est souvent d'ailleurs assimilé à la notion de charge mentale. Il y a déjà très longtemps, dès 1973, Kahneman a décrit le modèle des ressources attentionnelles en insistant sur le fait qu'il s'agit de ressources limitées. C'est surtout ça le vrai problème. Un peu plus tard, mais tout de même dès les années 80, ce n'est pas quelque chose de récent, Norman et Chalice ont mis en évidence les processus qui régulent et répartissent ces ressources. Puisqu'elles sont limitées, ça va être compliqué de les utiliser à bon escient. Ainsi, nous savons qu'on ne peut pas toujours faire plus attention, on ne peut pas injecter toujours plus de concentration, il y a des limites à la charge mentale que nous pouvons injecter dans une tâche, et ces limites sont variables selon l'âge et les individus et la tâche. Lorsque nous devons faire 2 choses à la fois, ce qui est le cas très habituel sur le plan cognitif, par exemple, vous m'écoutez, j'espère, vous regardez les dias, et en outre, certains d'entre vous écrivent et prennent des notes. Donc, lorsqu'on sollicite simultanément plusieurs fonctions cognitives, il faut qu'au moins une des 2 tâches soit automatisée, c'est-à-dire
relativement non consciente, ne réclame pas beaucoup ou pas du tout de carburant attentionnel, de façon à ce qu'un maximum de ces ressources soit disponible pour la tâche non automatisée, la tâche consciente. Sinon, les deux tâches vont être ratées. Et ce qui est pire, c'est qu'elles auraient pu être réussies si elles avaient été proposées isolément. Ainsi, par exemple, on a montré, Tortoro et Hall, il y a très longtemps déjà, que des enfants tout venant de CE1 réussissent significativement mieux à produire les accords de pluriel des noms et des verbes s'ils n'ont qu'à compléter les mots dans des phrases par rapport à la situation où la phrase doit être entièrement réécrite. Michel Fayol et collaborateurs, ici présents, ont fait les mêmes constatations aussi chez l'adulte, chez des adultes chez lesquels ils ont pu provoquer des fautes d'orthographe en situation de double tâche. Pour dire les choses autrement, lors du fonctionnement cognitif habituel, nous effectuons en effet un grand nombre de tâches de façon non consciente, c'est-à-dire de façon totalement automatisée. Mais au contraire, une tâche nouvelle, une tâche d'apprentissage, une tâche complexe, donc encore plus un apprentissage nouveau, un apprentissage en cours, par définition n'est pas encore automatisé, sollicite une importante charge attentionnelle et donc une grande consommation cognitive. Et la condition de la réussite d'une tâche qui sollicite plusieurs fonctions cognitives, c'est donc que l'une des deux soit automatisée. Mais toute tâche qui sollicite peu ou prou le secteur dysfonctionnant chez un enfant 10 constitue pour cet enfant-là, bien sûr, une tâche complexe qui va mettre en situation de double tâche à l'insu de tous. On parlera alors pour lui de surcharge cognitive. Pour donner un exemple plus concret, si on prend l'exemple d'un enfant qui écrit mal, en difficulté avec la réalisation manuelle de l'écriture, un enfant dysgraphique, le problème le plus grave n'est peut-être pas que l'enfant écrive mal, c'est peut-être qu'il ne peut pas se relire, ou c'est sa lenteur, ou bien l'aspect sale et brouillon, ou encore l'interprétation erronée des adultes qui pensent qu'il bâcle ou qu'il n'est pas motivé. Mais le pire, c'est peut-être que son écriture manuelle ne s'automatise pas et que son écriture manuelle nécessite un contrôle attentionnel indu aux dépens de tâches de haut niveau. Ce dernier point, le plus grave et le plus pervers aussi, car il signifie que l'enfant dysgraphique sera en double tâche et donc très probablement en échec dès qu'il aura un crayon à la main. Chez l'enfant 10, en particulier, prenons l'exemple du dysgraphique, il faudra donc choisir. Ou bien l'enfant dysgraphique engage son attention dans le dessin des lettres, il contrôle son geste, il s'applique, et effectivement, il écrit moins mal. Ou bien il fait des liens, il comprend, il écoute, il apprend, il raisonne, il s'instruit. Bien entendu, il en est de même pour le déchiffrage laborieux de l'enfant dyslexique, qui ne peut pas en même temps déchiffrer laborieusement et comprendre, mémoriser, faire des liens sémantiques, etc. Toute la pathologie de l'enfant 10 est résumée dans ce « ou bien », alors que les autres enfants peuvent sans dommage conduire toutes ces tâches en même temps. C'est la raison pour laquelle il faut bien distinguer la situation de rééducation, où l'on cherche à améliorer le graphisme, ou la lecture, ou tout autre trouble que présente l'enfant, et la situation scolaire, qui est une situation d'apprentissage, où il s'agit plutôt d'éviter de solliciter le 10, d'éviter que par l'effet double tâche, un dysfonctionnement cognitif initialement circonscrit ne diffuse progressivement à l'ensemble de la scolarité, générant un échec scolaire indu. Indu parce que si l'enfant avait été soulagé de la tâche qui sollicite le 10, alors il aurait pu faire des apprentissages à la hauteur de son niveau intellectuel, de son âge et de sa motivation. C'est ceci qui rend légitime l'usage de palliatifs au sein des classes, à condition que le palliatif soit bien choisi et respecte in fine les objectifs pédagogiques de l'enseignant. Enfin, aider un enfant 10, c'est aussi s'adapter au mieux et au plus près de son trouble. Et pour être plus concrète, je vais prendre un exemple dans le domaine du calcul, de l'incompétence en numération et en calcul, communément dénommée dyscalculie. Ici,
Je vais donner un exemple et discuter très succinctement 3 enfants qui présentent tous les 3 une incapacité dans le domaine du nombre et du calcul, et donc qui présentent apparemment le même symptôme. En réalité, nous allons voir qu'il s'agit de 3 diagnostics différents, de 3 mécanismes cognitifs différents à l'œuvre derrière les échecs des enfants, qui vont normalement générer 3 types d'aides dans des secteurs très différents. D'abord, Ernest, il a 7 ans et demi, il est en CE1. Le bilan psychométrique montre une excellente intelligence verbale et non verbale. C'est la signification des scores de 13 et de 12 que vous voyez ici, qui sont obtenus à des épreuves d'intelligence générale. C'est un enfant qui a également une bonne mémoire de travail, MT c'est la mémoire de travail, tout à fait dans les normes pour son âge. Il ne présente donc a priori aucun trouble cognitif particulier. Il nous est pourtant signalé par son école comme étant en très grande confusion en calcul et en numération, laissant son enseignante, vous allez comprendre pourquoi, extrêmement démunie. Voilà comment Ernest résout cette addition donc en CE1, addition posée par l'adulte. Il dit: il faut mettre une retenue. Il l'entoure, bien sûr, puisque c'est une retenue. Puis, il ajoute cette retenue, ce 1, au 1 de 21 et au 2 de 21, comptant laborieusement sur ses doigts pour conclure que ça fait 4, ce qu'il inscrit sous la barre. Puis, il déclare: ah oui, il ne faut pas oublier de remettre la retenue. Ça fait 14. Et Ernest reste absolument perplexe si on lui fait remarquer qu'il n'a pas traité le nombre 34. Évidemment, on est un petit peu dérouté. On lui propose des épreuves dans le domaine numérique. Ce sont ici des épreuves extraites d'un bilan appelé le Zareki R. Ici, c'est une épreuve où l'enfant doit placer approximativement les nombres dits à gauche, c'est les nombres que l'on dit oralement, ou les nombres qui sont écrits en chiffres arabes. L'enfant doit les placer approximativement sur une ligne verticale, une ligne analogique verticale qui est bornée de 0 à 100. Toutes les estimations d'Ernest sont faites au hasard. Il y en a une qui est bonne, ici, mais bon. Et la plupart sont donc erronées. Ici, au contraire, il doit estimer toujours approximativement la quantité de gobelets présentés sur le dessin. L'étalonnage prévoit d'accepter une réponse pour cet âge-là qui couvre un très large intervalle entre 35 et 125. Ernest trouve qu'il y en a énormément. Il dit: oh, il y en a beaucoup, 100 000. Ernest trouve aussi que 15 feuilles sur un arbre ou 8 spectateurs à un match de foot, c'est beaucoup. En réalité, Ernest est perplexe. Il répond tout à fait au hasard tout au long de l'évaluation. Il a des difficultés avec la signification, le sens des nombres, leur taille, leur grandeur. Jocelyn, lui, a 11 ans. Il est en CM2. C'est un garçon d'intelligence normale, comme en témoigne sa note de 13 aux similitudes, qui est une épreuve d'intelligence verbale, d'intelligence générale verbale. Mais il présente un trouble visio-constructif sévère, comme en témoigne sa note de 3 à une épreuve où il lui faut réaliser une construction de cubes. Il souffre en effet d'une dyspraxie. Par ailleurs, il a une bonne mémoire de travail et il est tout à fait normalement scolarisé. Il est signalé par l'école en fin de primaire comme ayant de très grandes difficultés en mathématiques et à lui aussi nous proposons cette épreuve du Zareki. Vous voyez ici que contrairement à Ernest, Jocelyn, lui, sait parfaitement estimer où se situent les nombres sur cette ligne analogique et on peut même lui proposer ce petit problème extrêmement simple où là, les choses vont se compliquer. Jocelyn choisit bien la bonne opération, mais il dit 5 fois 0, 0. 5 fois 2, 10, je pose le 0 et je retiens 1. 5 fois 1, 5 et 1, 6. Les virgules sont du côté de la fenêtre. 1, 2, du côté de la fenêtre. 1, 2, je mets la virgule. Le côté de la fenêtre étant évidemment discutable sur le plan mathématique. Jocelyn a d'excellentes capacités de raisonnement, bien au-delà, bien sûr, de ce petit problème ridicule, de très bonnes capacités en calcul mental, il connaît ses tables de multiplication, il connaît les procédures, il a le sens du nombre, mais comme de très nombreux jeunes dyspraxiques, il est en difficulté avec l'organisation spatiale inhérente à la numération de position. Enfin, Kilian, pour lui, les problèmes sont encore d'un autre ordre. C'est un jeune garçon d'un très bon niveau intellectuel, sans troubles cognitifs connus, signalé dès la fin du CP pour de trop grosses difficultés isolées en numération.
Alors, en fin de CP, en dictée de nombre, on note des erreurs dès les irréguliers, tels 14 et 15. Je vous fais remarquer son écriture de 14, parce que c'est amusant. Il justifie ça en disant j'ai écrit un 4 et un 0 parce que c'est de la famille des 4. Mais un 4 tout seul, ça ferait 4. Ça va pas. Et devant mon air dubitatif, il essaye une autre écriture et il essaye un double 4 pour encore mieux justifier que 14 appartient bien à la famille des 4. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'écrit pas n'importe quoi. Évidemment, il n'écrit pas la réponse qu'on attend. En lecture de nombres, Kilian n'est pas non plus à l'abri de grandes difficultés. Ainsi, entre 1 et 10, il arrive à lire convenablement. Mais lorsque j'écris 20, il réfléchit énormément. Après une grande latence, il dit 11. Et là encore, ce n'est pas du tout un hasard. En effet, il pense qu'après le 1 et le 0, vient le 2 et le 0. Et là est son erreur. Et donc, après le 1 et le 0 qui se dit 10, il réfléchit très longuement et il trouve qu'après le 10, on trouve 11. Kilian souffre en réalité d'un trouble de la mémorisation et de la récupération en mémoire des mots nouveaux, en particulier lorsque ces mots font partie d'un même champ sémantique, ce qui est le cas bien sûr pour les mots qui désignent les nombres. Un bilan complet et exhaustif de langage oral mettra à jour en effet une pathologie langagière particulière, une sorte particulière de dysphasie qu'on appelle le manque du mot. Alors ces trois enfants présentent tous des performances très pathologiques en numération et en calcul, bien sûr, mais ils répondent à trois diagnostics différents. Et seul Ernest présente un trouble intrinsèque, primitif, de la notion même de nombre. Les deux autres enfants présentent des anomalies, certes en numération, mais qui ne sont que la conséquence d'un autre trouble cognitif en amont, conséquence de la dyspraxie pour Jocelyn et des troubles spatiaux, conséquence d'une forme particulière de dysphasie pour Kilian. Ce qui est très important, parce qu'à la limite, les diagnostics, vous allez me dire que ça vous intéresse peu, mais c'est fondamental parce que cela débouche sur des aides pédagogiques et des prises en charge extrêmement différentes si on veut être efficace. Ainsi, effectivement, pour Ernest, on proposera probablement des jeux de plateau et la course au nombre, bien sûr. Pour Jocelyn, nous proposerons peut-être la calculette, des aides informatisées, bien sûr des rééducations en psychomote et ou en ergothérapie, alors qu'au contraire, pour contourner ces difficultés spatiales liées à la numération arabe, au contraire pour Kilian, nous nous appuierons sur la régularité de la numération arabe et sur une aide en rééducation orthophonique. Alors, la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut éviter de confondre symptômes et diagnostics. Tous ces mots commencent par 10, et donc ça induit une certaine confusion. Mais des propositions indifférenciées pour tous les dyspraxiques, pour tous les dyscalculiques, pour tous les dyslexiques, génèrent des échecs qui semblent inexpliqués, qui se cumulent, qui s'aggravent au fil de la scolarité et qui seront généralement attribués à la mauvaise volonté de l'enfant. C'est aussi la raison, le fait qu'il faille distinguer les symptômes et précisément les mécanismes qui sont sous ces symptômes, c'est-à-dire les diagnostics, c'est aussi la raison pour laquelle la collaboration médico-pédagogique n'est pas une option. Nous devons travailler ensemble, c'est la condition efficace d'une action efficace auprès des jeunes 10. Et donc, en conclusion, l'accès à ces mécanismes cognitifs défaillants chez les enfants qui souffrent de troubles spécifiques des apprentissages est un enjeu majeur pour tous les acteurs de terrain, aussi bien dans le secteur médical ou rééducatif, évidemment, que dans le secteur pédagogique. Des formations communes permettraient certainement de lever bien des quiproquos. In fine, travailler avec les enfants 10 sur le terrain au quotidien suppose d'avoir une connaissance partagée des mécanismes cognitifs en jeu pour éviter les confusions entre symptômes et diagnostics, pour repérer, éviter et savoir comment contourner les doubles tâches sans dévaloriser les objectifs d'apprentissage et les objectifs pédagogiques. C'est la condition pour que ces enfants intelligents, curieux et motivés puissent apprendre et progresser en dépit d'eux et malgré leurs 10. Je vous remercie de votre attention.